Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo fait suite au cours sur le cercle de Moore dans le cas des contraintes planes. Au cours de cette vidéo, deux exercices avec solution sont proposés. D'emblée, comme à l'accoutumée, je vous suggère de voir ou de revoir la vidéo sur le cours afin de mieux assimiler la compréhension des résolutions. Je vous propose tout d'abord de prendre connaissance avec l'énoncé de chacun des deux exercices proposés. Par la suite, on passe directement à la résolution de ces deux exercices. Premier exercice. On considère l'élément représentatif de l'état de contrainte en un point M, lequel est soumis aux contraintes schématisées par la figure qui est indiquée. Vous avez cette figure, l'état représentatif, l'état de contrainte au point M, et vous avez l'élément de dimension infinitésimale. Et on a schématisé les contraintes auxquelles est soumis cet élément-là. Première question. Représentez le tenseur de contrainte sigma au point M relativement au repère x, y. C'est-à-dire on a le repère x, y, et on doit représenter le tenseur de contrainte au point M, relativement à ce repère. Deuxième question, tracer le cercle de Moore. Troisième question, déterminer les contraintes principales sigma 1, majeure, c'est-à-dire la maximale, et sigma 2, mineure, ça veut dire la minimale, ainsi que leur direction. Les directions, c'est relatif aux directions principales. Orientation, on va le voir, comment on explique l'orientation de chacune de ces deux contraintes principales. Quatrième question. Déterminer le cisaillement maximum, ton max, et son orientation. Cinquièmement, déterminer la contrainte normale, Tn, et la contrainte tangentielle, Tτ, au point 1, relativement à la normale n. Quelle est cette normale n? C'est la normale agissant sur un plan incliné d'un angle β égal à 40 degrés par rapport à l'axe des abscisses. C'est-à-dire, on va considérer l'axe des abscisses et cette normale n est inclinée d'un angle de 40 degrés. Donc le plan sur lequel elle agit cette contrainte, on va voilà. Le plan qui est caractérisé par la normale n, c'est ce plan. Donc un plan incliné d'un angle 40 degrés, un plan incliné d'un angle de 40 degrés par rapport à l'axe des abscisses, l'axe X. Exercice 2. On considère l'élément représentatif de l'état de contrainte toujours en un point dénommé M, lequel est soumis aux contraintes schématisées par cette figure qui est affichée. Première question. Représentez le tenseur de contrainte sigma au point 1 par rapport au repère x, y. Deuxième question, tracer le cercle de Moore. Troisième question, déterminer les contraintes principales sigma 1, c'est-à-dire la majeure, et sigma 2, la contrainte mineure, ainsi que leur orientation.
Quatrième question, déterminer le cisaillement maximum temps max et son orientation. Donc on voit bien que c'est presque les mêmes questions que précédemment. Cinquième question, déterminer la contrainte normale Tn et la contrainte tangentielle Tau, agissant au point M relativement à un plan dont la normale est N, et c'est ce plan-là qui est incliné de 25 degrés par rapport à l'axe des Y. Donc ce plan est assuré. Examinons la résolution du premier exercice. Réponse à la première question relative à la représentation du tenseur de contrainte sigma relativement au repère x, y. On va examiner l'élément, cet élément-là. Pour cela, on examine deux facettes, la facette de normale x et la facette de normale y. Pour la facette de normale x, c'est la facette pour laquelle qui correspond à la première ligne du tenseur de contrainte. Examinons cette facette. Elle est caractérisée par une contrainte normale de traction égale à 50 mégapascales et une contrainte tangentielle ou de cisaillement dans le sens de y, de 40 mégapascales. Donc elle est positive. Donc on a 50 mégapascales, la contrainte normale. La contrainte tangentielle est 40. Elle est positive parce qu'elle est dans le sens de y. Donc compte tenu de la symétrie, on aura aussi 40 à ce niveau pour la facette de normale y. La facette de normale y sur laquelle agit une contrainte normale de compression. Elle est négative, donc elle est égale à moins 100. Et on remarque aussi que la contrainte tangentielle qui agit sur la facette de normale y, elle est dans le sens de x. Donc elle est positive. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc les contraintes tangentielles sur deux facettes perpendiculaires, elles vont concourir ou par leur extrémité ou par leur origine, comme dans le cas de cette face et de cette face. Donc ces deux faces concourent par leur origine. Cette face et cette face concourent par leur extrémité. Cette face et cette face concourent par leur origine. Voilà, donc on a déterminé le tenseur de contrainte au point M relativement au repère x, y. Avant de tracer le cercle de Moore, il est nécessaire de faire un rappel sur la convention des signes dans le plan de Moore. Comme le montrent ces animations, la composante tangentielle est considérée positive si elle a tendance à faire tourner l'élément dans le sens anti-horaire, et elle est négative lorsqu'elle le fait tourner dans le sens horaire, c'est-à-dire le sens trigonométrique. Pour la composante normale, elle est positive en cas de traction et négative en cas de compression. Cette animation montre les différentes étapes à entreprendre pour tracer le cercle de Moore. Le cercle de Moore s'opère dans le plan pour abscisse Tn et pour ordonnée Tau. Tau est dirigé vers le bas. On choisit d'abord une échelle
Dans notre cas, nous avons pris 1 cm pour représenter 10 mégapascales. Nous avons besoin de 2 points caractéristiques pour tracer le point de mort. Le point A et B. Le point A, il représente la contrainte agissant sur la facette A, c'est-à-dire la facette de normale X. Elle a pour coordonnées en abscisse 50 et en ordonnée 40. 40 positif parce qu'elle fait tourner dans le sens positif. En ce qui concerne le deuxième point relatif à la facette B, le vecteur contrainte a pour abscisse moins 100 et pour ordonnée moins 40. Ensuite, ayant les points A et B, on va tracer une droite ou un segment de droite par ces 2 points. L'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses dans le centre C, le centre du cercle. À partir de ce centre du cercle, on trace le cercle de mort. Après avoir tracé le cercle de mort, nous pouvons déterminer les contraintes principales majeures. Sigma 1, c'est la contrainte qui a la plus grande valeur, et sigma 2, mineure, la contrainte principale minimale, ainsi que leur orientation. Nous avons déjà obtenu le cercle de mort de centre C. Les coordonnées du centre C ont pour abscisse la contrainte moyenne, c'est-à-dire sigma xx plus sigma yy sur 2. Donc 50 moins 100 sur 2. C'est moins 25. Et en ordonnée, comme on l'a montré au cours, en ordonnée 0. C'est-à-dire le point C, il appartient à l'axe des abscisses. On doit maintenant déterminer le rayon de ce cercle, le rayon R. On peut observer ces 2 triangles rectangles. Ces 2 triangles rectangles sont égaux. Par conséquent, le point C, c'est aussi le centre, le milieu du segment de droite entre sigma yy et sigma xx. Donc, la cote C sigma xx, entre C et sigma xx, si on observe ce triangle rectangle, ça sera le segment entre sigma y et sigma xx divisé par 2. Donc, C sigma xx est égal à sigma xx moins sigma yy sur 2. Donc, on connaît la longueur de ce côté. La longueur de ce côté, il est égal à taux de xy, qui est égal à 40. Donc, on peut, en appliquant le théorème de Pythagore, calculer l'hypoténuse de ce triangle qui constitue le rayon de ce cercle. Le théorème de Pythagore, il dit que le rayon, c'est la racine carrée de la somme des 2 longueurs des 2 côtés élevées au carré. Donc, ce sera R, l'hypoténuse, ce sera cette longueur, qui est sigma xx moins sigma yy sur 2, le tout au carré, plus cette longueur au carré, taux de yx au carré, et
le résultat est donc que le rayon est égal à 85 mégapascales. Les contraintes principales majeures, c'est-à-dire la maximale, sigma 1, et mineure, sigma 2, constituent l'intersection du cercle de Moore avec l'axe des abscisses. Avec cette construction géométrique, nous pouvons déterminer sigma 1 et sigma 2. Nous pouvons dire que sigma 1, elle est égale à sigma moyen, c'est-à-dire sigma xx plus sigma yy sur 2, plus le rayon, qui est donné par le segment de droite joignant le point C à ce point sigma 1. Donc cette longueur, c'est le rayon. D'une manière analogue, on peut déduire sigma 2. Sigma 2 sera égal à sigma xx plus sigma yy sur 2, c'est-à-dire cette cote CO moins le rayon. Parce que le rayon, ici, vous avez, ici, on va dans le sens inverse par rapport au sens de l'axe des abscisses, en l'occurrence l'axe TN, l'axe de la composante normale du vecteur contrainte. Connaissant les contraintes principales, on détermine les orientations de ces contraintes principales. L'orientation bêta 1 associée à la contrainte principale sigma 1 et bêta 2 associée à la contrainte principale sigma 2. Comme on peut le voir sur ce dessin, on a représenté ici le rayon vecteur qui permet de faire la mesure des angles. Et le point A sur le cercle de Moore indique l'extrémité du vecteur contrainte pour une facette dont l'angle fait est de 0 degré par rapport à l'axe des abscisses. C'est-à-dire par rapport à l'axe des abscisses, l'angle il est de 0 degré. C'est-à-dire ça représente la facette de normale x. C'est à partir du rayon vecteur C, c'est-à-dire l'origine du cercle, et le point A qu'on doit maintenant mesurer les angles. Voyons maintenant, on a sigma 1. Donc je vais déterminer l'angle par rapport au segment de droite ou au rayon vecteur CA. Donc on le fait tourner de 2 bêta 1. On a déjà expliqué que dans le plan de Moore, les angles sont doublés. Et on voit bien que c'est dans le sens positif. C'est ce sens-là qui est positif. Donc cet angle est positif, 2 bêta 1. On a deux façons de procéder, soit par la méthode directement graphique, c'est-à-dire on mesure à l'aide d'un compas cet angle-là. Ou on peut faire le calcul à partir du triangle qui est coloré ici. Donc on calcule 2 bêta 1 à partir de ce triangle rectangle. De ce triangle rectangle qui a pour le C jusqu'à sigma xx a. Et on va calculer cet angle. Donc pour le calculer, donc si je connais la longueur de ce côté, c'est taux de xy, et la longueur de ce côté qu'on a calculé qui est égal à sigma xx moins sigma yy sur 2. Donc ce sera la tangente de cet angle-là. Donc 2 bêta 1, ce sera arc tangente
de taux xy sur sigma xx moins sigma yy sur 2. Donc, ce sera taux de xy sur sigma xx moins sigma yy. On trouve cette valeur. Donc, vous voyez que là, cette valeur, si on opère de cette façon-là, on a une mesure précise. Cependant, si on fait la mesure par un instrument, en l'occurrence le rapporteur, on a une mesure moins précise. Donc, 2 bêta 1 est associé à l'orientation de la contrainte principale sigma 1. Maintenant, on va le faire pour sigma 2. Donc, à partir de la référence, le rayon vecteur CA, on va tracer un angle. Voilà, cet angle-là, c'est 2 bêta 2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 2 bêta 2 est égal à 2 bêta 1 plus l'angle pi. Donc 2 bêta 2, c'est 2 bêta 1 plus l'angle pi. Un angle qui est égal à pi. Et on déduit la valeur de bêta 2 qui est égale à 104,036 degrés. Et de cette façon-là, on détermine l'orientation. Donc, connaissant ces orientations, bien sûr, on peut remonter aux directions principales, sachant que les directions principales qui sont associées, donc pour bêta 1, ce sera un vecteur normal unitaire qui aura pour composante, la première composante, c'est le cosinus bêta 1, et deuxième composante, sinus bêta 1. Il est de même pour l'angle, la direction principale associée à sigma 2, en l'occurrence N2, ce sera un vecteur unitaire dont la composante, la première composante, c'est-à-dire la composante sur l'axe des x, ce sera cosinus bêta 2, et la composante suivant y, ce sera sinus bêta 2. Récapitulons maintenant le résultat pour les contraintes principales et leur direction. Donc on a déterminé la première contrainte principale qu'on appelle majeure. On a trouvé sa valeur, 60 mégapascales, et son orientation, bêta 1. Il est de même pour la seconde contrainte principale mineure, sigma 2, et son orientation, bêta 2. Détermination du cisaillement maximal, Tmax, on peut dire aussi la scission maximale, et son orientation qu'on désigne par bêta Tmax. Alors, à quel niveau va se situer la contrainte de cisaillement maximum? C'est en ce point-là. Ce point, on a Tmax. Et la valeur de Tmax, on voit bien qu'elle est égale au rayon de ce cercle, R. Donc, Tmax, c'est T de taux maximum. Elle est égale au rayon, et le rayon est égal aussi à la différence des contraintes principales sigma 1 moins sigma 2 sur 2. Il est égal à 85 mégapascales. On a retrouvé cette valeur tout à l'heure. Maintenant, on va la calculer par le biais des contraintes principales, la contrainte majeure sigma 1 et la contrainte mineure sigma 2. Voyons maintenant l'orientation de cette scission maximale. Alors, pour l'orientation, on va se référer toujours pour la mesure des angles à partir de CA, puisque le point A, il représente la facette de normale X pour laquelle bêta est égal à 0. Donc on prend ce rayon vecteur et on va tourner vers R. C'est ça, c'est cet angle-là
qui va nous donner 2 bêta Tomax. Je rappelle que les angles dans le plan de Moore sont doublés. Et on voit bien qu'elle est négative puisqu'elle elle est opérée suivant le sens opposé par rapport au sens positif. 2 bêta Tomax. Comment on va la déterminer? Donc on va aller jusqu'à sigma 1, c'est-à-dire 2 bêta 1 positif moins pi sur 2. Donc 2 bêta 1 moins, et on revient, moins pi sur 2. Pourquoi moins? Parce qu'on a le sens opposé par rapport au sens positif. Donc bêta Tomax, c'est 1/2 de 2 bêta 1 qu'on a déjà calculé, moins pi sur 2. Et on trouve moins 30,964 degrés. De cette façon-là, on a déterminé et le cisaillement maximal et son orientation. Donc la contrainte de cisaillement maximal est de 85 mégapascales et elle agit sur un plan qui est défini par un angle bêta Tomax qui est moins 30,964 degrés. Cinquièmement, détermination de la contrainte normale Tn et de la contrainte tangentielle Tτ agissant sur un plan incliné, un angle de bêta égale à 40 degrés par rapport à l'axe des abscisses x. C'est-à-dire dans ce cas-là, on va incliner, donc on va considérer une normale n inclinée d'un angle de 40 degrés par rapport à l'axe des abscisses. Donc le plan, on va dessiner le plan et on va l'achurer. Voilà, donc on l'a pris dans le sens positif. Alors, pour ce faire, donc on a précisé que CA, c'est à partir de CA, ce vecteur, le rayon vecteur, qu'on va déterminer les angles. Donc on va faire tourner d'un angle double, puisque l'angle est de 40 degrés, on va le faire tourner d'un angle de 80 degrés. Et à partir de C, on va tracer une droite. L'intersection de cette droite avec le cercle de Moore, elle va nous donner un point. Et c'est ce point D qui va représenter l'extrémité du vecteur contrainte agissant sur la facette dont l'angle fait 40 degrés par rapport à l'axe des abscisses. Donc ça, c'est l'extrémité. L'origine, c'est l'origine du repère, c'est-à-dire le repère qui a pour abscisse Tn et pour ordonnée Tτ. Tτ est toujours dirigé vers le bas. Donc c'est ce vecteur qui va représenter le vecteur contrainte. Donc en le projetant sur l'axe des abscisses, on trouve la composante normale. Et en le projetant sur l'axe des ordonnées, on trouve la composante tangentielle. Et c'est ces deux composantes-là qu'on va calculer. On calcule la composante normale du vecteur contrainte, en l'occurrence Tn. Examinons maintenant Tn. Tn, c'est la projection du vecteur contrainte sur l'axe des abscisses, en l'occurrence OH. OH, on peut dire que c'est CH moins CO.
CO, on a déjà calculé, on sait que c'est la contrainte moyenne, mais on va le prendre en valeur absolue. Donc CO est égal à la contrainte moyenne, c'est la valeur absolue de la contrainte moyenne, sigma xx plus sigma y sur 2. Comme c'est moins 25, donc la valeur absolue est égale à 25 mégapascales. Donc CO déjà calculé. Examinons maintenant CH. CH peut être calculé à partir du triangle rectangle CHD. CD étant le rayon, et connaissant l'angle entre CH et CD, qui est donné par un angle égal à 80 degrés, parce qu'on a pris la facette inclinée d'un angle de 40 degrés, donc dans le plan de Moore on multiplie par 2, moins 2 fois bêta 1. Bêta 1 étant l'orientation relative à la contrainte principale sigma 1. Donc c'est 28,72. Donc ça se peut faire. C'est HR moins cosinus de 80 moins 28,072. On trouve 52,414. Donc Tn est égal à CH moins CO. Et la valeur trouvée pour Tn est de 27,414 mégapascales. On calcule la composante tangentielle du vecteur contrainte, en l'occurrence T-tau. T-tau étant la projection du vecteur contrainte sur l'axe des ordonnées. T-tau. Donc en le projetant, ça sera le segment, il est donné par le segment de droite OL. OL est égal à HD. Donc en considérant le triangle rectangle CHD, on connaît le CD qui est égal au rayon du cercle, et en connaissant l'angle entre CH et CD, on peut calculer HD, c'est-à-dire la composante tangentielle du vecteur contrainte. Donc ça sera R, c'est-à-dire CD égale à R, que multiplie le sinus de cet angle-là qui est 80 moins 28,07, comme on l'a fait pour la composante normale. Et on retrouve 66,915 mégapascales pour la composante tangentielle. Donc tous ces calculs, on peut les faire aussi par une méthode purement géométrique, en prenant des mesures de ces segments, de ces longueurs-là, et en multipliant par l'échelle, comme on va le voir dans l'exercice suivant. Par conséquent, on a les composantes normales et tangentielles du vecteur contrainte. On peut maintenant déterminer la norme du vecteur contrainte, qui est égale à la racine carrée de ces composantes, de la somme de ces composantes LV au carré, c'est-à-dire Tn au carré plus Tτ au carré, et ça donne 72,313 mégapascales pour le vecteur contrainte. Donc on a calculé et la composante normale, et la composante tangentielle, et le module du vecteur contrainte. Solution du deuxième exercice. Premièrement, représentation du tenseur de contrainte sigma m relativement au repère xy. Voilà, on considère l'élément de dimension infinitésimale. On voit qu'il n'y a que des composantes tangentielles. Les composantes normales sont nulles. Donc si on examine la facette de normale x,
On n'a que la composante tangentielle qui est dirigée dans le sens opposé par rapport à y. Donc elle doit être négative. Elle est égale à moins 120. Étant donné que la composante normale est nulle, donc on a 0. Compte tenu de la symétrie, donc on a moins 120 dans la deuxième ligne. Et on le vérifie que cette composante tangentielle qui agit sur la facette de normale y, elle est dans le sens opposé par rapport à x. Donc c'est moins 120. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les contraintes tangentielles se croisent ou par leur origine ou par leur extrémité pour deux facettes perpendiculaires. Et vous voyez aussi que la composante normale est nulle, donc on a 0. Donc on a déterminé le tenseur de contrainte relativement à, pour cet élément-là, qui représente l'état de contrainte au point 1. Alors, pour le tracé du cercle de Moore, on ne se réfère pas par rapport au tenseur, mais par rapport à l'élément représentatif. Et on tient compte du sens positif qui est donné pour les contraintes tangentielles. Donc les contraintes tangentielles qui font tourner dans ce sens sont positives et les contraintes tangentielles qui font tourner dans le sens opposé sont négatives. Le cercle de Moore, en abscisse, on porte Tn et en ordonnée, on porte Tτ. Tτ est dirigé vers le bas de telle façon à faire coïncider les rotations dans le cercle de Moore et les rotations du vecteur n dans le plan physique. On va commencer, comme souligné dans l'exercice précédent, pour avoir deux points. De l'extrémité du vecteur contrainte pour deux facettes perpendiculaires. La facette de normale x et la facette de normale y. Pour la facette de normale x, on n'a que la contrainte tangentielle. Et elle fait tourner dans le sens négatif. Donc elle sera négative et égale à 120. C'est-à-dire on aura moins 120 sur l'axe des ordonnées. Étant donné que la contrainte normale est égale à 0. Donc moins 120. Ensuite, on considère le deuxième point. Le deuxième point, il est donné pour la facette de normale y. Donc, pour la facette de normale y, la composante normale aussi est égale à 0. On n'a que la composante tangentielle. Et elle fait tourner dans le sens positif. Donc, ça sera plus 120. On a le second point. Donc on va joindre ces deux points et on voit bien que l'intersection du segment de droite qui joint ces deux points et l'axe des abscisses Tn, il coïncide avec l'origine du repère Tn et Tτ. Et à partir de ce point, on va tracer le cercle de Moore. Voilà, donc on a le cercle de Moore qui a pour centre l'origine du repère, c'est-à-dire 0, 0, et pour rayon égal à 120. Détermination des deux contraintes principales, sigma 1 et sigma 2, et leur orientation. Les contraintes principales sont données par l'intersection du cercle de Moore avec l'axe des abscisses. Ce cercle de Moore a pour rayon 120 mégapascales et centré à l'origine du repère comme je l'ai mentionné dans la diapositive précédente. Donc on remarque, on a une première intersection en ce point. Donc on a la contrainte principale majeure qui est maximale ici
qui est égal au rayon est égal à 120 mégapascales. On a une seconde intersection avec l'axe des abscisses T1 en ce point, et on aura maintenant la contrainte principale mineure sigma 2. Vous voyez qu'elle est négative et qu'elle est égale à moins 120 mégapascales. Détermination des deux orientations bêta 1 et bêta 2 associées aux contraintes principales sigma 1 et sigma 2. On considère d'abord la contrainte principale sigma 1. Donc on va déterminer des angles. Par rapport à quel repère pour mesurer les angles, on prend le rayon vecteur qui correspond à la facette de normale x. La facette de normale x, c'est ce point qui est l'extrémité de ce vecteur. Donc à partir de ce rayon vecteur. Donc de ce rayon vecteur, pour aller à sigma 1, on fait tourner dans ce sens-là, jusqu'à arriver au rayon vecteur qui donne sigma 1. Donc on remarque qu'on fait tourner dans le sens négatif, parce que ce sens-là est positif. Donc dans le sens négatif. Et on fait tourner d'un angle de 2 bêta 1, parce que les angles sont doublés dans le plan de mort, de 2 bêta 1 égale à moins pi sur 2. Donc bêta 1 est égal à moins pi sur 4. Donc la contrainte principale sigma 1 égale à 120 mégapascales. Elle est orientée suivant un angle bêta 1 égal à moins pi sur 4. Pour la direction associée à sigma 2, c'est-à-dire la contrainte mineure, on part toujours du repère pour les angles, donc ce rayon vecteur, et on fait tourner jusqu'à arriver au rayon vecteur de sigma 2. Donc on fait tourner dans le sens indiqué, c'est-à-dire c'est ce sens positif. Donc 2 bêta 2 est égal à pi sur 2. Donc bêta 2 est égal à pi sur 4. Donc pour la contrainte principale sigma 2 qui est égale à moins 120 mégapascales, elle est orientée suivant un angle bêta 2 égal à pi sur 4. Détermination de la contrainte de cisaillement maximale, temps max, et du plan sur lequel elle agit. On va remarquer que la contrainte de cisaillement maximum, elle est située à ce niveau-là. Donc elle est égale à 120 mégapascales. Son orientation, on la considère à partir du rayon vecteur qui sert pour repère pour la mesure des angles. Donc on fait tourner dans le sens négatif, c'est-à-dire par rapport à ce sens, d'un angle de 2 bêta max égal à moins pi. Parce que c'est dans le sens inverse par rapport au sens positif. Par conséquent, la contrainte de cisaillement ou scission maximale est de 120 mégapascales. 120 mégapascales et orientée suivant un angle bêta max égal à moins pi sur 2. Cinquièmement, détermination de la contrainte normale T1 et la contrainte tangentielle Θ agissant sur le plan incliné indiqué par les hachures. Maintenant, ce plan incliné
on doit déterminer pour ce plan incliné le vecteur contrainte qui agit sur ce plan-là. Il est incliné de 25 degrés par rapport à l'axe des Y. Donc nous devrons d'abord déterminer sa normale. Donc pour ce faire, on va, à partir du point 1, considérer une droite perpendiculaire à ce plan-là. Et sortant du plan. Donc on voit bien que cette droite aussi, elle est inclinée d'un angle de 25 degrés par rapport à l'axe des X. Donc on connaît le vecteur normal et on va prendre comme référence maintenant l'axe des X pour la mesure des angles. On va déterminer le vecteur contrainte et ses deux composantes normales et tangentielles par une méthode purement graphique. Cette vidéo illustre la méthodologie employée. Pour ce faire, nous choisissons une échelle conforme au format de dessin qu'on a. Dans ce cas, on a pris 1 cm pour 20 mégapascales et nous traçons à l'aide d'un compas le cercle de Mohr. Ensuite, à partir de cet axe-là qui est le repère pour les angles, nous allons déterminer pour la facette considérée à 25 degrés. Donc on va faire tourner dans le sens positif d'un angle égal à 2 fois 25, c'est-à-dire 50 degrés. L'intersection de cette droite avec le cercle nous donne l'extrémité du vecteur et nous pouvons déterminer les composantes normales et tangentielles de ce cercle de Mohr. En relevant ensuite les valeurs de Tn et Tτ du dessin et en multipliant par l'échelle, nous allons trouver les composantes de ce vecteur contrainte. Donc on relève à l'aide d'une règle la composante Tn qui est égale à moins 4,6, moins c'est parce que dans le sens négatif. Il est de même, la composante θ aussi, il est dans le sens négatif, et on relève, c'est moins 3,8. Et on va calculer maintenant à l'aide d'une calculatrice ces composantes. Vous voyez que cette méthode, elle est pratique, mais elle n'est pas très précise. On verra avec la seconde méthode qu'on peut comparer les résultats obtenus par une méthode qui est basée ensuite sur des calculs. On va examiner la deuxième méthode employée pour déterminer le vecteur contrainte et ses composantes normales et tangentielles. Alors, pour ce faire, nous allons considérer le repère pour déterminer les angles qui correspond à la facette de normale X, c'est-à-dire ce point, donc ce rayon, on va le voir, ce rayon vecteur, et nous allons déterminer, parce que c'est l'extrémité du vecteur agissant sur la facette, dans le vecteur normal et l'axe des X, et on fait tourner, à partir de ce rayon de vecteur, d'un angle égal à 2 fois 25, c'est-à-dire 50 degrés, et dans le sens positif. Voilà, on fait tourner d'un angle de 50 degrés, l'intersection de cette droite avec le cercle nous donne l'extrémité du vecteur contrainte agissant sur la normale qui est inclinée de 25 degrés par rapport à l'axe des X. Ensuite, on va projeter sur l'axe Tn, on retrouve la composante normale, et sur l'axe Tτ, on retrouve la composante tangentielle. On remarque que ces deux composantes sont négatives et on peut les calculer directement à partir de triangles, c'est-à-dire Tn, je veux dire que Tn, c'est R, c'est-à-dire OA, c'est R, par le sinus de 50 degrés. On trouve moins 91,925 mégapascales.
on remarque c'est précis. La même chose pour θ. θ, c'est R cosinus 50 degrés. La valeur trouvée, c'est de θ, c'est 77,135 mégapascales. On voit bien que c'est précis qu'on mesure. Nous avons donc employé les deux méthodes, une méthode purement graphique qui est réalisée à l'aide d'instruments, et l'autre méthode, elle est, on veut dire, semi-graphique, puisque nous allons faire un calcul à partir de triangles. J'arrive au terme de cette vidéo consacrée à des exercices sur le cercle de Moore dans le cas des contraintes planes. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.